Le 19 octobre 2025. Une date gravée dans la mémoire collective. Ce jour-là, le cœur culturel du monde, le musée du Louvre, a cessé de battre. Ce n'est pas une fiction. C'est et elle, histoire vraie du vol le plus audacieux du XXe siècle. La disparition des joyaux de la couronne de France. Comment une telle chose a-t-elle pu se produire? Qui sont les fantômes qui ont déjoué le système de sécurité le plus sophistiqué au monde? Accrochez-vous, nous allons remonter le temps. La nuit du 18 au 19 octobre est anormalement calme sur Paris. Dans les couloirs silencieux de la galerie d'Apollon, les joyaux de l'impératrice Eugénie scintillent une dernière fois sous les lumières tamisées. Personne ne se doute encore que dans moins de 8 heures, ces vitrines seront vides. Les premières analyses révèlent une planification d'une précision chirurgicale. Les voleurs connaissaient les angles morts des caméras, le cycle des rondes des gardiens, et même une faille temporaire dans le système de détection de pression des vitrines, mise à jour la semaine précédente. Un travail d'initié, ou une équipe de spécialistes dotés d'informations que personne n'était censé posséder. Les enquêteurs sont face à un mur. Pas d'effraction, pas d'alarme, pas d'empreinte. C'est comme si les joyaux s'étaient tout simplement volatilisés. Le monde est sous le choc. Le lendemain, la nouvelle fait le tour du globe. Le Louvre est fermé, encerclé par un périmètre de sécurité. Les experts d'Interpol et de l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels arrivent sur les lieux. Chaque employé est interrogé, chaque recoin du musée est passé au peigne fin. L'enquête révèle un détail troublant. 3 minutes. C'est le temps exact durant lequel une section spécifique du réseau de surveillance a été aveugle, suite à une micro-coupure de courant localisée. 3 minutes pour entrer, s'emparer d'un trésor inestimable et disparaître sans laisser de traces. Les profileurs commencent à esquisser le portrait d'un cerveau, un professeur des temps modernes, mêlant intelligence, audace et une connaissance quasi surnaturelle des lieux. Les pistes se multiplient mais n'aboutissent nulle part. Le marché de l'art est en alerte maximale. Mais comment vendre ce qui est invendable? Les semaines deviennent des mois. Le public s'impatiente. La pression politique est immense. C'est alors qu'un informateur anonyme, contactant un journaliste d'investigation depuis une messagerie cryptée, livre une première pièce du puzzle. Il parle d'une organisation clandestine, l'Héritage, composée de descendants d'aristocrates spoliés durant la Révolution française. Leur mobile, non pas l'argent, mais la récupération de ce qu'ils estiment être leur dû historique. Le vol serait un acte politique, un symbole. Cette piste, d'abord jugée fantaisiste, gagne en crédibilité lorsque des experts en généalogie confirment l'existence de lignées directes, aujourd'hui disséminées dans toute l'Europe. L'enquête prend alors une toute nouvelle dimension. Il ne s'agit plus de simples voleurs, mais peut-être d'une conspiration qui traverse les siècles. Aujourd'hui, l'affaire reste non résolue. Les joyaux, incluant le fameux diamant Le Régent, n'ont jamais refait surface. L'organisation L'Héritage est-elle réelle ou une simple diversion pour masquer un crime plus crapuleux? Les voleurs courent-ils toujours, vivants parmi nous, ou les joyaux dorment-ils dans un coffre-fort oublié? Ce vol a révélé les failles de nos institutions les plus sacrées et nous a rappelé que certains trésors, au-delà de leur valeur matérielle, portent en eux le poids de l'histoire. L'enquête continue et chaque nouvelle information pourrait être la clé. Qu'en pensez-vous? Piste politique ou coup de maître de criminels de génie? Partagez vos théories dans les commentaires. L'histoire du Louvre est loin d'être terminée. Si ce genre de documentaire vous passionne, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines enquêtes. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.